Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 22e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre et qui sera le dernier de la session, le chapitre 6. Donc, on va parler de différents types de données particuliers qu'on va utiliser pour finir le cours. La première partie de ce chapitre-là va parler des tableaux. Donc, un tableau, ça va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes qu'on avait auparavant parce qu'un tableau, ça représente une seule variable qui contient plusieurs cases, toutes alignées en mémoire, une à côté de l'autre, horizontalement, Hein? dans le mémoire. Ben non. Ben non, ben non. Hop, C'est pas. Ben là. Ben non, c'est pas horizontal. C'est ben, vertical en mémoire. Verticalement. ben non. Ben oui. Non, mais c'est horizontal, les données sont comme une à côté de l'autre. Comme on lit de gauche à droite, là, on lit pas de haut en bas. Là. Ben non, c'est vertical. En fait, ça dépend de ton ordinateur, comment il est placé aussi sur ton bureau. Si ton ordinateur il est debout, c'est vertical. Sinon, c'est horizontal. Bon, je sais pas comment te dire ça, là, Joël, mais je pense que ce serait mieux de me laisser faire les capsules moi-même, puis moins mélanger les étudiants. OK? Fait que, regarde, je vais aller te reconduire, là. Regarde, c'est par là. C'est sorti. Bon. OK. Désolé pour ça. Voilà. Où est-ce qu'on en était déjà? Oui, les tableaux, c'est ça. Donc, les tableaux, peu importe là, que vous voyez ça comme horizontal ou vertical en mémoire. Donc, ce qu'on dit des tableaux, c'est que ça nous permet de remplacer plusieurs variables par une seule variable qui contient plusieurs données dans des cases contiguës. Je vous donne un petit exemple. Supposons qu'on veuille lire 10 nombres, un après l'autre, au clavier, pour ensuite les afficher dans l'ordre inverse. Donc la personne rentre ses 10 nombres, toc, 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 puis quand ils sont tous entrés, on lui donne à l'envers. Donc ça nous demande donc de mémoriser les 10 nombres pour pouvoir ensuite les afficher dans un autre ordre. Évidemment, la solution telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui, ce serait de faire des CIN dans différentes variables, nombre 1, nombre 2, nombre 3, ainsi de suite, jusqu'à 10. Puis après ça, on fait des COUT à l'envers. 10, 9 et 7, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Évidemment, ça fonctionne, mais c'est pas très beau quand on a du copier-coller comme ça, puis on a besoin de beaucoup de variables. Puis là, si on disait, OK, maintenant, on va le faire pour 1000 nombres, mais là, il faut déclarer 1000 variables, il faut faire 1000 CIN, 1000 COUT, c'est un peu ridicule. On comprend que dans une situation comme ça, on va avoir besoin d'une boucle, puisque c'est une tâche répétitive qui recommence. En réalité, on aurait juste besoin d'une boucle qui fait 1000 fois un seul CIN, puis une autre boucle qui fait 1000 fois, dans l'ordre inverse, un seul COUT. Mais on ne peut pas, parce que dans notre boucle, il faut le mettre dans une variable différente à chaque lecture, puis afficher une variable différente à chaque écriture. Donc, dans la boucle, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire changer le nom de la variable à chaque tour de boucle. Donc, c'est pour ça que la solution, ça va être avec un tableau. Un tableau, ça va nous permettre de mémoriser un grand nombre de valeurs, toutes du même type, sans utiliser plein de variables, en utilisant une seule, mais en accédant à chacune des valeurs qui sont dans la variable. Vous allez voir un tableau, c'est très similaire à lorsqu'on utilise un string et qu'on décide d'aller chercher un caractère à la fois dans le string. C'est le même principe, sauf que au lieu que ce soit seulement des caractères, mais ça peut être, mettons, des int ou des booléens ou même des strings. On peut avoir un tableau contenant plusieurs strings. Donc, un tableau en C++, on va dire que si le tableau a n éléments, donc il est de taille n, il va regrouper sous un seul nom n objets du même type, consécutifs en mémoire, que ce soit horizontal ou vertical. On accède aux éléments du tableau par leur indice et tout comme pour les strings, l'indice d'un tableau, c'est numéroté à partir de 0. Donc la première case, c'est la case 0 et ça se rend jusqu'à n-1, n étant le nombre d'éléments, donc de 0 à n-1. Si on a 5 éléments dans le tableau, ils sont numérotés 0, 1, 2, 3, 4 et il n'y a pas de numéro 5. N doit être connu à la compilation. Donc, ça veut dire qu'au moment où on compile notre programme, avant même de l'exécuter, il faut déjà que ça soit connu c'est quoi la taille de notre tableau. Donc, ça ne peut pas être une variable, parce qu'une variable, ça pourrait changer. Donc, il faut absolument que ça soit une constante, qui soit une valeur entière positive, donc pas 0 et pas moins que 0, évidemment. La syntaxe pour déclarer ça, on met le type de la variable, le nom de la variable, mais on va rajouter entre crochets la taille. Par exemple, int des entiers, entre crochets 5, ça nous déclare un tableau de int qui s'appelle des entiers et qui aura 5 éléments.
Et si on veut, on peut les initialiser dès le départ en mettant un égal, un peu comme on ferait pour n'importe quelle variable. On pourrait mettre, mettons, int n égale à 3. Mais là, on va mettre int des entiers entre crochet 5 est égal à, et là, entre accolades, on va énumérer 5 valeurs entières. Puis ces valeurs-là vont se placer dès le départ dans les cases. Évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser ça. On pourrait très bien ne rien mettre dans le tableau au départ puis y mettre quelque chose plus tard. Ça, c'est juste une façon de faire toute simple. Une fois que notre tableau est déclaré, qu'on y ait mis quelque chose à la déclaration ou pas, on peut accéder à une case de ce tableau-là à l'aide d'un indice. Donc, le premier élément est à l'indice 0, le dernier élément est à l'indice n-1, puis on va utiliser l'opérateur crochet, comme pour les strings, pour aller soit chercher un élément du tableau ou écrire dans une case du tableau. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un exemple ici. On fait un tableau de float qui s'appelle mon tableau et qui a n éléments, n étant ici une constante qui a été déclarée au préalable comme étant 10. Donc, entre les crochets ici, il faut soit mettre directement un chiffre ou soit une constante et non pas une variable. Ça ne fonctionne pas si c'est une variable. Il faut que la taille soit connue à la compilation et soit constante et immuable. Donc, soit on met directement le chiffre ou soit on met la constante. Évidemment, la meilleure pratique, c'est de déclarer une constante parce qu'on va peut-être avoir besoin de cette taille-là ailleurs. Puis plutôt que de réutiliser le chiffre directement, on va toujours utiliser la constante. Et ensuite, on peut aller, par exemple, dire à la case numéro 2 du tableau, je mets le nombre 4.75 en float. Et après ça, je peux lui dire, affiche à l'écran la case numéro 2 du tableau. Ou je peux dire, la case numéro 7 du tableau est égale à la valeur qui est dans la case numéro 2 multipliée par 2. Et donc, cette valeur-là va être prise, va être multipliée par 2, va être mise dans l'autre case, puis ensuite, on affiche l'autre case. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. En ayant une seule variable, on peut accéder à toutes les cases de la variable en utilisant les crochets. Et c'est comme si c'était 10 variables, une à côté de l'autre en mémoire, mais qui ont toutes le même nom, et c'est seulement un chiffre entre les crochets qui varie. Et c'est pour ça que là, la grande utilité, c'est que ça va nous permettre d'utiliser ça facilement avec une boucle. Parce que si on voulait mettre, supposons, ce chiffre-là dans toutes les cases du tableau, au lieu de recopier la ligne 10 fois, on l'écrirait une seule fois, puis on mettrait ici, par exemple, une variable de boucle, et on aurait la boucle qui tournerait pour accéder à chacune des cases du tableau. C'est l'exemple que vous avez ici. Par contre, il faut faire bien attention au débordement. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a notre tableau qui est déclaré comme un tableau de float à 10 cases, comme tantôt. Puis là, on lui dit, commence à 1 et continue tant que i est plus petit ou égal à n. Et là, on dit la valeur de tableau entre crochets i va être égale à 23 en float. Donc, autrement dit, mets 23 dans chacune des cases du tableau. Et ensuite, on incrémente i. Donc, c'est une boucle de compteur bien ordinaire. Et en se servant de i entre les crochets, on peut aller tour à tour dans chacune des cases du tableau. Donc, dans tableau 1, il va mettre 23. Tableau 2, il va mettre 23. Et ainsi de suite. Le problème, par contre, ici, c'est qu'on a commencé à 1 et on se rend jusqu'à n. Alors que notre tableau commence à 0 et se rend jusqu'à n-1. Donc là, on va se retrouver avec un problème. Ça va planter à l'exécution parce qu'on est allé trop loin. On a skippé la case 0. Ça ne fait pas planter. Ça fait juste qu'il y a une case qui n'aura rien dedans. Et on va se rendre jusqu'à la case n qui n'existe pas. Et ça fait crasher le programme. Donc, il faut faire bien attention à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut initialiser un tableau directement à la déclaration en lui passant entre accolades une série de valeurs qui correspondent au type. Ils vont être placés dans les cases dans l'ordre qu'elles sont là. Évidemment, il va y avoir un point-virgule à la fin, puis il y a des virgules qui vont séparer les valeurs qui sont là. On n'est pas obligé de mettre toutes les valeurs dès le départ dans le tableau, on peut en mettre moins. Si on n'en met pas autant qu'il y a de cases, il va commencer par mettre les valeurs qu'on lui donne dans les premières cases du tableau et le reste des cases va être initialisé à 0. Attention, toutefois, si on ne déclare le tableau en initialisant pas du tout aucune des valeurs, donc on fait juste dire int un tableau entre crochet n point virgule, là, il n'y aura rien de défini dans le tableau. Donc, les cases vont être des variables indéfinies qui peuvent contenir n'importe quoi, puis qui vont planter si on essaie d'y accéder sans y avoir mis quelque chose. Par contre, dès qu'on met au moins une valeur, toutes les autres cases du tableau vont être mises à 0 si on ne leur fournit pas de valeur. Donc, si on lui en met 5,
il va mettre les 5 valeurs dans les 5 cases. Mais si on y en met 3, il va mettre les 3 valeurs dans les 3 premières cases, puis les 2 dernières vont être initialisées à 0. Ce que ça signifie, c'est que si on veut mettre des zéros partout dans le tableau, on a juste à faire ça comme ça. On lui dit, le tableau de somme, peu importe combien il y a de cases, je le mets égal à 0 entre accolades. Donc, il va mettre 0 dans la toute première case. Et comme on ne lui en donne pas suffisamment pour se rendre jusqu'au bout, il va mettre des zéros dans tout le reste. À la fin, on va avoir des zéros partout. Donc, c'est un petit truc du pro. Souvent, on va vouloir avoir des cases initialisées à 0. Voilà. Maintenant, comment on fait pour passer un tableau en paramètre à une fonction? Donc, on a vu comment le tableau, ça marche. Comment on fait pour le passer à une fonction pour qu'elle puisse s'en servir. Il y a quelque chose de particulier avec les tableaux en C++, c'est que le tableau est toujours automatiquement passé en référence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans qu'on ait besoin de mettre l'esperluette pour dire que c'est une référence. Même en fait, si on la met, ça ne marchera pas. Donc, il faut ne pas mettre l'esperluette, mais se rappeler que c'est toujours un passage par référence. Donc, autrement dit, lorsqu'on passe un tableau à une fonction, si la fonction modifie les valeurs dans le tableau, quand on va revenir au main, les valeurs auront été modifiées dans le tableau du main. Tout le temps, et c'est impossible de faire autrement. Donc, on va toujours le passer en référence, même si on ne mettra jamais d'esperluette. La deuxième chose à retenir quand on passe un tableau en paramètres, c'est que le tableau ne contient pas d'informations sur son nombre d'éléments. Donc, le tableau lui-même, c'est impossible en lisant le tableau de savoir combien il y a de cases. La fonction qui reçoit un tableau ne peut pas savoir combien il y a de cases juste en regardant le tableau. Il faut absolument qu'on lui passe comme deuxième paramètre le nombre de cases du tableau pour qu'elle sache jusqu'où elle peut aller sans dépasser. Sinon, elle ne le saura pas, puis là, il y a possiblement des débordements qui vont se faire. Donc, on va toujours faire ça. À chaque fois qu'on passe un tableau, on passe le tableau et ensuite on passe sa taille comme deuxième paramètre. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, vous avez un exemple ici. Comment on fait ça? Je suis dans le main. Je déclare une constante pour la taille de mon tableau, qui va être n, et je mets 10. Je déclare le tableau en disant, voici un tableau de n entier. Quand je le passe à la fonction, je lui passe tout simplement le tableau tel quel. On ne met pas de crochet ni rien. Et ensuite, je lui passe comme deuxième paramètre la taille. Donc, je lui dis, voici un tableau, voici sa taille. Si je mettais des crochets ici, il me donnerait une erreur de compilation en disant, tu mets des crochets, ça veut dire que tu essaies d'accéder à une case précise du tableau. J'aimerais ça que tu me dises quelle case. Mets quelque chose entre tes crochets. Donc, si on met un chiffre entre les crochets, on n'est plus en train de passer le tableau, on est en train de passer une case spécifique du tableau. Si on ne met pas de chiffre entre les crochets, il va nous dire, ben, tu as mis des crochets avec pas de chiffre dedans, dis-moi ce que tu veux exactement. Donc, il faut absolument ne rien mettre. On passe le tableau au complet tout seul, et ensuite, sa taille. Du côté de la fonction, ben, la fonction, supposons qu'il s'appelle init-tableau, que sa job, c'est d'initialiser toutes les cases du tableau. On va déclarer un premier paramètre comme étant un tableau d'entier. Et là, on va mettre les crochets. Pourquoi on les met ici? Parce qu'on indique ceci est un tableau. C'est une déclaration. De la même façon que quand on a déclaré celui-là, on a mis les crochets. Quand on déclare un tableau, on lui met des crochets. Mais on ne mettra pas de taille directement ici. On va lui dire il y a un tableau d'entier qui va être passé. Et après ça, il va être passé un autre entier qui va être le nombre de cases du tableau. On ne veut pas mettre le nombre ici. Parce qu'on ne veut pas que notre fonction soit faite uniquement pour travailler avec des tableaux de 10 cases. La fonction, on va lui dire, tu vas recevoir un tableau de n'importe quelle taille. Après ça, on va te dire c'est quoi sa taille, puis tu vas pouvoir le manipuler. Inutile que ce soit toujours 10 cases. Une fois à l'autre, on pourrait décider, cette fois-ci, je te passe 5 cases, cette fois-ci, je t'en passe 5000. Puis ça doit pouvoir fonctionner. Donc, on ne va jamais rien mettre entre les crochets ici. D'ailleurs, si on met quelque chose, ça va être ignoré. Et on va passer la taille comme deuxième paramètre. Puis là, ben, elle va utiliser le tableau bien normalement. Donc, elle va dire, parfait, je fais une boucle qui commence à 0, qui se rend jusqu'à la taille moins 1, donc plus petit que le nombre. Et pour chacune des cases du tableau, dans le tableau, à la case I, je mets un 3. Donc, il va mettre un 3 à la case 0, un 3 à la case 1, à la case 2, à la case 3, et ainsi de suite. Quand il va arriver à la case nombre, qui n'existe pas, il va sortir de la boucle parce qu'il va avoir dépassé le maximum. Et ensuite, ben, on n'a pas d'esperluette qui a été mis ici, mais pourtant,
le tableau a été passé en référence et quand on revient dans le main, notre tableau est bel et bien initialisé. Le tableau du main a été modifié. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le passage de tableau en paramètres. Des trucs à éviter. Comme je vous disais, on ne met pas la taille entre les crochets lorsqu'on déclare le paramètre dans la fonction, dans le prototype de la fonction ou dans la première ligne d'entête de la fonction. On ne met pas la taille là. Deuxième chose à éviter, c'est de dire, OK, bien regarde ce que je vais faire. Je vais déclarer une constante globale. Je vais déclarer une constante taille qui est égale à 5, globale, c'est-à-dire je ne la mets pas dans une fonction ni dans le main. Elle est juste globale dans le fichier CPP. Et ensuite, ma fonction affichée prend un tableau, mais va utiliser la taille qui est dans la constante globale. Ça peut paraître une bonne idée parce qu'on se dit, bien parfait, au lieu de lui passer la taille à chaque fonction, je vais la déclarer une fois en constante et toutes les fonctions vont savoir, mon tableau, il y a 5 cases. Le problème, c'est que ça me fait des fonctions qui ne marchent qu'avec des tableaux à 5 cases. On ne pourra jamais lui passer un tableau plus petit ou plus grand. Si on lui passe un tableau plus petit, ça va planter. Si on lui passe un tableau plus grand, il va juste utiliser les premières cases puis il va ignorer le reste. Donc, c'est un peu réducteur. Évidemment, ça marche, mais c'est un peu réducteur comme idée. Mieux vaut le faire comme ça. On lui passe un tableau qui n'a pas de taille entre les crochets, mais ensuite, on lui passe comme deuxième paramètre la taille du tableau en disant, voici un tableau, voici sa taille, sers-toi de sa taille, parcours toutes les cases. Comme ça, d'une fois à l'autre, ça pourrait être des tailles différentes, ça va fonctionner. Voilà. Vous avez ensuite, dans les diapos suivantes, je vais vous laisser les regarder par vous-même, mais vous avez des fonctions toutes simples qui font des opérations courantes sur un tableau. Toutes faites de la même façon, on reçoit un tableau et sa taille en paramètres. Afficher le tableau, donc c'est-à-dire afficher une ligne contenant tous les éléments séparés par des espaces pour un tableau d'entier. Ensuite, calculer la somme d'un tableau, donc prendre toutes les cases d'un tableau d'entier et les additionner tout ensemble pour savoir c'est quoi la somme des éléments du tableau qui sera retourné. Ensuite, inverser un tableau. Donc, prendre les cases du tableau et toutes les inverser. La première s'en va à la fin, la dernière s'en va en premier, et on les inverse toutes comme ça. Donc, vous avez ici la façon de faire ça. Ce n'est pas très compliqué. En fait, c'est une boucle qui fait des échanges de variables 2 par 2 en utilisant une variable temporaire, comme on a fait au tout premier exercice du tout premier chapitre. Et finalement, trouver le plus petit élément d'un tableau, donc la boucle prend le tableau et considère au début que le plus petit, c'est celui qui est à la case 0, mais après ça, on fait une boucle qui vérifie si tous les suivants, est-ce qu'il n'y en aurait pas un plus petit. Et à la fin, on trouve lequel est le plus petit de tous et on le retourne. Donc, je passe rapidement, mais vous pourrez toutes les relire à tête reposée. Trouver la position du plus petit élément, c'est juste un peu différent. Trouver le plus petit, ça nous retourne vraiment le plus petit. Fait que le plus petit élément, c'est le nombre 2 qui est à la case 8. Ça va nous dire c'est le nombre 2 le plus petit. Mais trouver la position du plus petit élément, ça va nous dire c'est à la case 8 que se trouve le plus petit nombre, sans nous dire ce que c'est. Très similaire, sauf qu'on va travailler avec les positions plutôt qu'avec les valeurs qui sont dedans. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir faire les premiers exercices avec les tableaux. Et dans la prochaine capsule, on va voir comment trier un tableau.